Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdessalam Bourgedraoui. Le sujet de ce soir, fétichisme et crypto-monnaie. C'est réellement un sujet d'actualité. Je ne vais pas vous donner de conseils par rapport à la crypto-monnaie. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie et les enjeux. Vous savez, déjà au XIXe siècle, Karl Marx avait noté le fétichisme qu'il y avait autour de l'argent normal. Dans le système économique, le mode de production capitaliste, les bourgeois prêtaient, donnaient des vertus magiques à l'argent, à des objets. Tout se passe comme si, par, disons, une baguette magique, l'argent possédait cette faculté de se multiplier. $1 va donner $1000 si vous voulez. Et je peux vous dire que ce même phénomène de fétichisme est en train de se répéter avec la crypto-monnaie. Depuis déjà quelques années, il y a un engouement irrationnel envers cette monnaie virtuelle. Tout d'abord, il faudrait qu'on fasse la différence entre la crypto-monnaie comme le Bitcoin, comme le Dogecoin et les blockchains. Les blockchains, c'est ce qui permet de gérer la crypto-monnaie. Je n'en parlerai pas ce soir, ce n'est pas du domaine de mes compétences. Par contre, je vous parlerai de la crypto-monnaie. Alors, est-ce que la crypto-monnaie vaut quelque chose? Dans l'absolu, elle ne vaut absolument rien du tout. La seule valeur qu'elle a, c'est la valeur de la cupidité, de l'avidité des gens. Sa valeur n'a que ce que vous êtes prêt à donner pour l'acheter. C'est-à-dire que normalement, si vous êtes prêt à l'acheter, le coin, c'est-à-dire l'unité de base, si vous êtes prêt à l'acheter à $1, elle ne vaudra que $1. Si vous voulez, pour des raisons strictement personnelles, l'acheter à $1 milliard, alors elle vaudra $1 milliard, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à donner, mais est-ce que vous allez la revendre au prix où vous l'avez achetée? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Au départ, c'était des monnaies qu'on utilisait dans des jeux. Vous savez, par exemple, un jeu d'aventure, bon, j'invente n'importe lequel, hein, disons, ce sont des jeux d'aventure en ligne. Disons, par exemple, vous jouez dans des personnages, à l'époque des Far West et des cowboys. Vous commencez une partie gratuite, c'est-à-dire vous jouez, on vous laisse jouer sans rien donner, et après, à un certain moment, il faut passer au niveau supérieur. Pour passer au niveau supérieur, vous devez peut-être acheter un masque, peut-être des pistolets qui tirent 12 coups, que sais-je moi. Et vous êtes obligé de les acheter. Alors comment vous les achetez? Il y a une monnaie virtuelle qui n'appartient qu'au jeu. Vous savez, c'est comme dans les Monopoly, quand vous jouez au Monopoly, vous avez de l'argent en papier, mais qui ne vaut rien. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est avec votre carte bleue que vous achetez cette monnaie virtuelle qui est le Bitcoin à l'époque. Ça n'avait pas tellement de valeur, donc ça pouvait valoir, je ne sais pas, peut-être un franc d'époque, ou peut-être 0,0 euros. Et ça vous permet donc d'acheter des objets, de progresser dans le jeu. Donc, ce Bitcoin, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs que dans le jeu. Et pour une raison que j'ignore, il va sortir de cette sphère, de ce cercle du jeu pour devenir une sorte de monnaie virtuelle que les gens sont prêts à s'arracher à prix d'or. Je tiens à vous rappeler que ce Bitcoin de l'époque du jeu, vous l'achetez avec l'argent qui existe sur votre banque. Vous ne l'achetez pas avec de la monnaie virtuelle. Mais pour bien comprendre les enjeux et pour bien comprendre la différence qu'il y a entre la monnaie que nous connaissons et le Bitcoin, nous devons d'abord définir chaque monnaie par rapport à l'autre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie normale que nous connaissons, hein? L'euro, le dollar canadien. La monnaie que nous connaissons, traditionnelle, c'est un moyen d'échange.
C'est quelque chose qui est fait pour simplifier les transactions. On ne peut pas revenir au temps du troc, donc c'est symbolique. Mais il repose sur l'argent que vous avez sur la banque. Si vous avez par exemple 100 000 euros dans votre banque, vous pouvez acheter pour 100 000 euros. 100 000 euros représentera toujours 100 000 euros. Vous ne pouvez pas dire, l'euro, mon cher ami, moi cet euro-là, je voudrais vous le vendre, je sais pas moi, mon euro, je vais vous le vendre à 100 000 euros l'euro. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourtant, c'est bien le cas de la crypto-monnaie comme le Bitcoin. La monnaie a une valeur qui est définie par les pays. Elle a une garantie nationale. La valeur d'une monnaie normale repose surtout et avant tout sur les richesses d'un pays. Est-ce qu'il a des minerais? Est-ce qu'il a de la matière première? Est-ce qu'il a ces richesses, hein? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il a de l'or? Tout ça, vous le connaissez, c'est tout à fait classique. Ça repose aussi sur la technologie que possède ce pays. Donc, plus un pays est avancé, plus il a de l'or, plus il a de réserves de dollars. Si par exemple la monnaie de ce pays est l'euro, voilà, donc sa monnaie sera définie. Je vous donne un exemple qui est caricatural. Supposons dans un pays européen, supposons qu'à Paris, le maire de Paris ou n'importe qui veut vendre, des usines, hein, pour faire tout simple. Chaque usine vaut 1 milliard. Et qu'il y a un pays de l'Europe qui n'est pas dans la zone euro, qui a une monnaie qui s'appelle l'écu. Il voudrait acheter des usines. Et il ne peut pas. Mais alors, c'est impossible. Il ne peut pas dire qu'un écu vaut 1 milliard. Il ne peut pas décider cela. Et il vient chez les Parisiens, il leur dit, mes chers amis, voilà, des écus, et vous me donnez des usines, alors que l'écu de ce pays ne vaut rien. Peut-être qu'il vaut 1 dollar. Et un pays ne peut pas faire ce genre de transaction. D'accord? Donc c'est clair. Et pourtant, avec le Bitcoin, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez un Bitcoin qui coûte 10 dollars et demain, il coûtera 50, 60 000 dollars. Après, il peut redescendre. La monnaie est stable, la monnaie nationale, la monnaie classique est stable. De plus, vous ne pouvez pas faire de spéculation sur la monnaie. Ça peut arriver que des gens disent, peut-être que le dollar va baisser, je vais l'acheter maintenant. Mais en général, les gens, ils se cassent le nez quand ils font ça. Parce qu'après, si vous achetez, par exemple, je sais pas, pour un homme riche, par exemple, qui va acheter pour 50 000 dollars, pour 50 000 dollars de devises américaines, il va tout ça. Mais les dollars qu'il a chez lui, ce spéculateur, ce n'est pas lui qui décide de leur valeur. Ce qui décide de leur valeur, c'est la Banque fédérale américaine. Alors, si vous avez 100 000 dollars que vous avez acheté avec des euros, ils vont faire marcher la planche à billets et vous retrouvez avec de l'argent qui vaut rien, qu'on va vous rafler, on va vous rafler la mise. Alors que ça, c'est possible avec le Bitcoin. Quand vous faites des transactions avec votre argent, par exemple avec une carte numérique, la carte bleue, c'est aussi de l'argent numérique. Vous ne pouvez pas acheter plus que ce que vous n'avez en banque ou plus que dans votre compte bancaire ou plus que n'accordera ou le crédit que vous accordera votre banque. C'est strictement impossible, tandis qu'avec le Bitcoin, c'est tout à fait possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la valeur du Bitcoin n'a réellement une valeur, je me répète, que ce que vous êtes prêt à donner. C'est comme si vous voulez un tableau. Un tableau, c'est pas n'importe quel tableau d'un très grand peintre. Le tableau en lui-même n'a aucune valeur, il ne repose sur rien. C'est juste sa vraie valeur, si vous voulez, c'est juste la toile, la peinture que vous avez mis et le bois qui l'entoure le cadre. Si ça vaut quelque chose. Mais ça ne vaut quelque chose que parce que vous êtes prêt à l'acheter dans des enchères pour pouvoir la revendre, ou revendre plutôt ce tableau, cette œuvre, pour la revendre à un prix d'or. C'est tout, mais ça ne repose sur rien. Alors la crypto-monnaie, elle est fabriquée par des gens, par un groupe de personnes, et qui décident qu'il y aura par exemple 2 millions, 20 millions de
de crypto-monnaies, de Bitcoin par exemple, et voilà la valeur. À vous de vous débrouiller avec. Supposons un exemple tout simple, un exemple simple. Hein, je vais tâcher de ne pas faire d'erreur de calcul. Il y a un monsieur qui va acheter 10 000 bitcoins qui coûtent chaque bitcoin, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, chaque bitcoin coûte 10 euros. Elle en achète pour 10 000 euros, donc elle en a pour 100 000 euros d'investissement. Après, le bitcoin va grimper parce que des gens voudraient aussi l'acheter à 30 000 euros. Donc là, il revend ce monsieur-là qui a donc 100 000 euros, il le revend, il fait une plus-value qui est très importante, c'est-à-dire de 300 000 euros. J'ai peut-être fait une erreur de calcul, mais c'est surtout pour vous expliquer. Mais là, dans cette transaction, il faut bien comprendre, ce n'est que de l'argent qui est passé d'une poche à une autre et qui s'est multiplié. Imaginez est-ce que 10 000 euros peut passer de ma poche vers votre poche? Non, pas inverse, si vous voulez. Et je vous donne 10 000 euros et ces 10 000 euros vont se transformer en 100 000 euros. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que dans la transaction que je viens de vous, dont je viens de vous en parler là tout de suite, il n'y a rien. Cet homme-là n'a pas construit une maison qu'il a revendue. Il n'a pas fabriqué une maison. Il n'a pas fabriqué des voitures. C'est juste de la spéculation. C'est ce qu'on appelle du fétichisme. Parce que des personnes sont prêtes à casser la tirelire pour acheter ce bitcoin à ce prix. Mais honnêtement, ça ne repose sur rien. Il y a aucune valeur de réserve qui puisse, là je m'emporte de mon élan, hein, désolé, il n'y a aucune valeur de réserve, quelque chose qui puisse garantir la valeur du bitcoin. Vous n'avez pas des dollars sous-jacents, vous n'avez pas de dollars sous-jacents, vous n'avez rien sous-jacent, tout ce que vous avez, c'est ce que j'appelle, moi, de la poussière numérique dans des disques durs. Je crois que là, c'est pas la peine que je continue. Vous avez très bien compris que le Bitcoin et les crypto-monnaies n'ont en elles-mêmes, de façon intrinsèque, elles n'ont strictement aucune valeur. Elles n'ont de valeur que ce que vous êtes prêt à y mettre. Si vous êtes prêt à casser votre tirelire pour acheter cet objet précieux, ben c'est ça. Alors il vaudra cela. Mais si tous les gens ne voudront plus l'acheter, et je peux vous dire que d'une façon générale, les gens qui deviennent riches en Bitcoin, la première chose qu'ils font, sauf s'ils ont l'esprit de, comment dirais-je cela, de la spéculation, un peu l'esprit du risque, la première chose qu'ils vont faire, c'est les vendre en dollars, avoir une monnaie qui, elle, est stable, qui a de la valeur. Et à aucun moment, moi je trouve que si quelqu'un va vendre, par exemple, une maison et mettre ses bitcoins chez lui, dans son truc numérique, dans sa clé numérique, moi je pense que là ce sera une grande erreur, parce que s'il a 1 million d'euros, d'équivalent d'euros, donc en bitcoin, en crypto-monnaie, eh ben après il risque d'avoir son compte banque risque vraiment de se réduire en peau de chagrin. Il y a des gens qui disent, mais vous voyez, il y a des pays qui vont adopter la crypto-monnaie. Mais attention, ça n'a rien à voir. Quand un pays adopte la crypto-monnaie, c'est pour remplacer peut-être la carte de crédit. Sa crypto-monnaie sera adossée à sa monnaie nationale. C'est pour se débarrasser du papier. La crypto-monnaie qu'il va émettre, elle sera adossée à sa technologie, elle sera adossée à sa richesse, elle sera adossée à l'or qu'il a, au dollar que ce pays a. Cette monnaie-là numérique sera adossée à toutes les richesses qu'il possède. Et cette monnaie-là sera stable. Vous ne pouvez pas acheter une crypto-monnaie d'un pays à 10 dollars et puis la vendre à 1 milliard de dollars. C'est strictement impossible. Et il y a comme ça des marchés de finances comme ça qui sont mis en place, des marchés qui sont donc mis en place sur Internet, et on vous parle de finances modernes. Tout ça, c'est inventé de toutes pièces. Moi, je crois que je vous ai donné toutes les informations et je crois que vous pouvez décider en votre âme et conscience de ce que vous allez faire avec votre argent. Quoi qu'il en soit, la prochaine vidéo, elle sera consacrée à un sujet qui est passionnant, celui de la lutte des classes de Karl Marx.
En attendant, je vous remercie, c'était un peu décousu, mais je voulais vraiment faire une vidéo sur ça. Vous pouvez lire à tête reposée l'article que j'ai déjà écrit sur ce sujet sur mon blog. Le lien, vous le trouverez dans la description. Merci et à bientôt.